Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue. On est content d'être sponsor encore cette année pour Agile en scène. Et puis merci à tous les sponsors d'ailleurs, parce que sans eux... De soutenir la conférence. Voilà. Applaudissements. Exactement. Et donc on va parler de quoi? On va parler de l'IA sous contrôle, accélérée en sécurité. Ça, c'est le titre qui était officiel. L'autre titre aurait pu être l'IA Aircraft. Comment livrer plus vite, mais en sécurité. Yes. Et on a vu depuis hier, d'ailleurs, plein de talks qui parlent d'IA, de comment on va faire, des démos. Vous avez vu la démo ce matin? Celle d'hier aussi. Enfin, il y avait une démo sur un SaaS fait en 6 mois. Et la conclusion, c'est l'IA va remplacer les devs. Dora, t'es sérieuse? Tu crois vraiment ça? T'es sérieux? C'est ce que tu crois vraiment? Oui, bah les non-dev team, on va dire, pensent que l'IA va être remplacée par les devs, ce qui n'est pas forcément... Voilà, et quand on est plutôt du côté des équipes de dev, bien sûr, on n'y croit pas. L'IA va pas remplacer les devs. Ça va remplacer des tâches des équipes de dev, mais ça va évidemment pas remplacer les devs. Il y aura toujours plein de trucs à faire. Ça dit... Il faut dire que quand même, ce que fait l'IA aujourd'hui, ça reste impressionnant. Et ça paraît aussi assez flippant quand on est responsable de la production et de mettre des choses en production. Tout ça, ça fait peur. Mais dans ce cas-là, comment utiliser l'IA? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, t'es qui, Dora? Dora Bartaguiz, CTO d'Arola. Et alors, si vous connaissez pas Arola, il y a quelques chiffres en bas, sur la place. Et donc, tu es CTO, et pour ma part, je suis cofondateur. Donc, avec pas mal d'expérience, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à accompagner nos clients. Alors, on les accompagne sur quoi? On les accompagne sur plein de choses, de la conception, on va dire, et de l'exploration du métier jusqu'au delivery. Donc, on est fan de tout ce qui finit par DDD. Tous les trucs en DD. On fait aussi de l'architecture. Donc, on essaye d'améliorer l'architecture de nos clients. En tout cas, pour garder quand même l'objectif, c'est le time to market. Pas l'amélioration pour l'amélioration, mais voilà. Donc, on fait de la formation, du consulting, des projets, de la réalisation, que ce soit en régie ou en mode studio, on appelle chez nous. Donc, on prend la réalisation en entier. Et quand on a du temps, on écrit des livres. Voilà. Vous les connaissez un peu? Il y en a qui les ont? Ouais. Donc, merci. Cyril a écrit de son côté, enfin a commencé, on va dire la vague d'écriture avec le livre Living Duck. D'ailleurs, quand on verra, ça sert beaucoup à l'IA. et avec des Aroliens et ex-Aroliens aussi, on a écrit un autre bouquin dont la 2e édition est sortie cet été, qui s'appelle Softwarecraft aux éditions Duno. Donc vous avez la couverture édition 1, la couverture édition 2. Avec un petit chat mignon. Voilà. Donc, l'IA pour les devs, comment ça se passe? Alors, je vais faire un très très rapide retour sur le panorama des technologies. Au début, il y avait les LLM et les chats. Donc, vous les connaissez tous, hein, c'est l'expérience qu'on en a tous au départ. Puis, rapidement, on a eu des coding assistants qui nous aident à faire l'autocomplétion plus intelligente et des trucs en plus. C'est un écosystème très rempli. Évidemment, Copilot est partout aujourd'hui là-dessus. Un peu plus, on a vu arriver des IDE intégrés avec l'IA, des IDE IA natifs qui font un peu plus encore. Et donc l'actualité avance assez vite, effectivement. Et cette année, on parle d'agentique. Et jusqu'à la semaine dernière, c'était un peu une question, c'est quoi vraiment les agents? Et personne n'avait vraiment de réponse claire. Bon, depuis une semaine, on a la réponse. On la dira tout à l'heure. Donc là, on parle et ça, c'est la révélation de cette année, Klein, Roux, Juni, et ça change un peu le game quand même. Et puis, il y a une démarche inverse. Là, vous sentez qu'il y a un sens de l'histoire de mettre l'IA, de l'intégrer dans tout. Mais il y a une tendance inverse. Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est juste un épiphénomène? C'est la tendance de désintégrer l'IDE avec plein d'outils lignes de commande et des outils comme Repomix, ils vont aller chercher directement tous les fichiers de votre repo, les packager, les parties qui intéressent, la balancer à OLLM pour travailler. Et là, vous travaillez avec la ligne de commande. Et les outils se parlent par ligne de commande et partage de fichiers dans la tradition Unix. Voilà, à regarder au cas où ça se développe, parce que quand une nouvelle techno arrive, des fois, ça rebat un peu les cartes. Est-ce que ça va s'implanter? Tout ça. Et puis alors, toujours pareil, on oublie, mais MCP, vous avez tous entendu parler d'MCP, on va pas trop y revenir, mais c'était quelque chose, c'est début de cette année, A2A aussi, ça avance assez vite. Alors ça avance vite, mais l'univers, il avance moins vite, hein, bien sûr, et donc la plupart des entreprises sont à peu près là, encore. C'est votre expérience aussi, hein.
Alors, il y a toujours quelqu'un qui est ailleurs, hein, mais en masse, on est à peu près à ce niveau-là. Et donc, avec tout ça, la question c'est quand est-ce qu'on va utiliser l'IA Et pour faire quoi? et pour faire quoi? Et nous, le message qu'on va marteler aujourd'hui, c'est cherchez pas ailleurs. Regardez autour de vous, regardez les tâches répétitives, fastidieuses que vous avez au quotidien. Et c'est là où vous allez gagner un petit peu grâce à l'IA. Si on prend l'exemple de notre workflow, on va dire côté développement, les pratiques de dev. Donc souvent, on commence par l'exploration, la décomposition du problème, la formulation, l'automatisation avec les tests, etc. Et puis après, le dev et le refactoring. Et l'idée, c'est de se dire, dans chaque step, où est-ce que je peux mettre, où je peux, en tout cas, implémenter l'IA de telle sorte que ça soit plus efficace et que je dis je, c'est l'équipe, hein, de façon plus optimisée. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'IA, par exemple, pour tout ce qui est définition, pour l'exploration. Parce que souvent, quand on arrive surtout sur un contexte qu'on ne connaît pas, il y a plein de langages, qu'on connaît pas, donc il faudra apprendre, et l'LLM et l'IA générative en général va nous aider sur ça. Pour la décomposition, l'idée c'est de dire, en fait, je décompose de cette façon, mais est-ce qu'il y a une autre façon de décomposer potentiellement? Donc ça peut nous ouvrir un petit peu des idées, de nous amener de nouvelles idées auxquelles on n'a pas pensé. La formulation, ça va potentiellement, là on va définir les exemples pour chaque use case, on va dire, ça peut nous aider à trouver les edge cases. Parce que souvent, on pense au cas nominal et on oublie un petit peu des cas critiques ou aux limites, on va dire. Et pour la partie automatisation, il y a la génération classique des tests. Pour la partie refacto et développement, pareil, rien n'empêche de dire, en utilisant les bonnes pratiques qu'on connaît, qu'on verra plus tard, là, on peut utiliser l'IA pour accélérer les refactoring, notamment. Le travail de dev, c'est pas que du code, hein. Il y a plein de trucs avant. Et l'IA sert partout. Donc, c'est là où on dit l'IA, elle est effectivement partout, partout, partout. Alors, si elle est partout, vu que ça offre des garanties énormes, l'IA, non, je rigole, il y a de quoi s'alarmer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors là, il y a des études qui sont disponibles aujourd'hui, qui nous donnent déjà des points de mesure. Il y en a une intéressante de Kotlin, c'est une étude publiée, hein, c'est assez sérieux comme travail, et je connais aussi les auteurs. Le titre est génial en plus, donc ça, n'hésitez pas à la reciter quand vous le souhaitez. Refactoring, quand on utilise l'IA pour refactorer, parfois ça refactor. Le titre est génial, non? Et donc ça fait des choses qui sont pas prévues. Donc ça marche en partie, ça marche. Mais il y a une partie, ça va introduire des bugs subtils, comme par exemple un if qui se retrouve inversé. Bon courage pour le trouver, celui-là, si la couverture de test n'est pas bonne. Ça peut ne pas améliorer. Parfois, ça compile même pas. Bon, ça, celui-là, on va le découvrir assez vite. Il y a une autre étude que vous connaissez tous, hein, Dora. Pas moi. C'est pas toi. Toi, c'est 2 R. Hein. Faut pas confondre. Et donc cette étude, en octobre dernier, il y avait un rapport spécial IA qui montrait globalement que l'IA améliore plein de trucs, notamment la documentation et plein d'autres choses. Mais il y avait 2 phénomènes un petit peu contraires. C'est ce qu'ils appelaient le paradoxe de la productivité. C'est que l'impression d'aller vite avec l'IA, il se retrouve pas dans le delivery effectif. Pourquoi? On ne sait pas encore. Et l'autre point, c'est que l'usage accru d'assistants IA augmentait l'instabilité de la prod en livraison. Alors, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même cumulé. Tous les 25% d'usage, vous augmentez l'instabilité en prod. La troisième étude, toujours publiée aussi, c'est que plus l'usage des assistants IA augmente le taux de copier-coller, il augmente le taux de duplication dans votre code. Il est un petit peu fâcheux. Et on le sait très bien, hein, le nombre de lignes de code n'est pas une mesure pour dire qu'on est plus productif. Comme le dit Adam, effectivement, l'IA va nous générer beaucoup plus de code que si on l'avait écrit nous-mêmes. Et c'est ce qui nous dit que finalement, l'IA aujourd'hui, ça sera peut-être pas le cas demain d'ailleurs, mais en tout cas aujourd'hui, ça nous ramène de la dette technique inattendue, en tout cas. Et qui dit ça, dit une charge cognitive qu'on n'a pas forcément anticipée. Donc, et souvent, le contexte des IA, on se retrouve avec, tiens, il a perdu le fil. Comment je fais? Vous avez déjà vécu, ou vos développeurs et développeuses ont déjà vécu ça. Copilot a généré des trucs, vous avez pris qu'une partie, et maintenant vous êtes en train d'essayer de rattraper le truc. Copilot est perdu, ou alors c'est vous qui êtes perdu. Et là, ce qui reste, c'est Git. Il n'y a plus qu'à faire. Pour faire revert et revenir en arrière et faire undo.
Alors on disait que ça évolue vite, il y a un mot qui est arrivé depuis février, on a l'impression qu'il est là depuis toujours, parce que tout le monde en parle, c'est le vibe coding, toujours avec l'image de Ruck Robin, le fameux producteur des Beastie Boys. Et donc le vibe coding, c'est quoi? C'est quand on génère du code et qu'on regarde même pas le code. Alors c'est ce que vous avez vu ce matin finalement, c'est un petit peu ce côté-là. Et donc l'idée c'est de dire, on va essayer de démontrer un petit peu, voir l'état du marché. Donc on va créer un produit pour avoir le feedback le plus rapide. Et donc là on est dans un contexte de POC, de MVP potentiellement. L'idée c'est de dire, on va voir la probabilité ou la possibilité d'avoir ce produit sur le marché. Et donc là on a plein d'outils, on a essayé de faire quelques outils, mais il y en a plus autour de des IA en tout cas qui nous permettent de créer des POC. Donc on peut retrouver Bolt, les plus connus, Repli et autres. Probablement, qui les a utilisés d'ailleurs? Quelques-uns. Non. Donc c'est génial si vous êtes quelqu'un produit. Et donc par exemple côté incubateur de start-up, quand on a déjà des stats, ça devient de plus en plus utilisé évidemment pour lancer des start-up très vite. Ça c'est le retour de Y Combinator, le plus gros incubateur américain. Et l'autre retour qui va avec, c'est qu'au bout d'un moment... Et elle a raison, Karine. Parce que effectivement, ça doit créer du boulot une fois que les startups ont monté ou eu les fonds nécessaires pour développer le vrai produit, on va dire. Donc en gros... Et là, où on commence par un vibe coding et on arrive à un vibe debugging et oups. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance, effectivement. Et donc c'est là où on dit le vibe coding, il est très très bon pour générer de la dette technique justement. Et on va avoir deux notions. Le vibe wrangling et versus le software engineering. Alors c'est quoi les deux, la différence? Le premier, c'est quand on génère du code et on gère pas, on s'en fout du code qui est généré, clairement. On prend pas de décision liée à la structure ou à ce qui a été produit. Versus le software engineering, où là, on va générer du code, mais on prend les décisions, on vérifie en tout cas ce qui a été généré, et on veille à ce que la qualité soit meilleure. Donc c'est là qu'on amène toute l'exigence qu'on apporte. Exactement. Et donc on voit tout de suite l'effet de est-ce qu'on veut démontrer un comportement tout de suite au marché et avoir du feedback, ou alors on va construire un produit en utilisant plutôt le software engineering. Donc les deux sont complètement complémentaires. Hein. Tout à fait. Mais ils font des choses différentes. Et pour les deux, on a besoin de l'IA et on peut aller plus vite avec l'IA. Alors comment on va la rendre plus sûre, l'IA? Parce que notre boulot, c'est bien le software engineering dans cette conférence. Une partie, ce sera du vibe pour le côté produit, mais une fois qu'on veut industrialiser et maintenir dans la durée, notre boulot reste du software engineering. Exactement. Alors dans le monde de la vitesse, il y a dans le monde de la Formule 1, où si on a une belle voiture, vous savez que pour aller vite, avec un gros moteur, il faut aussi des très bons freins. Hein, c'est important. Et donc l'équivalent pour nous, c'est d'où le titre, l'IA sous contrôle, d'être capable de freiner, d'être capable de contrôler les risques. Et c'est pour ça que chez Arola, on a identifié 4 cadrans pour ça. Donc c'est un des points, c'est un des takeaways d'ailleurs de Stoke. Donc c'est 4 cadrans. Après tout, on a un cabinet de conseil aussi, hein, donc on a le droit de faire des cadrans. Les 4 cadrans, il y a 2 axes, machine, humain et préventif, défensif. Commençons par le premier, tout en bas. Donc déjà, on pourrait commencer par se dire, si on génère du code avec l'IA, ensuite on regarde avec nos yeux, on review et on dit que c'est bon ou pas bon, ça va pas être suffisant, hein, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses très vite avec l'IA, donc c'est pas, on doit trouver mieux que ça. Donc le premier niveau auquel on peut penser, c'est de se dire, bon je génère du code et juste après, je regarde s'il respecte tous mes critères de qualité. Et là, on pense à quoi? On pense à tous les linters, tous, et on va même en ajouter, et je suis sûr qu'il y en a plein de nouveaux qui vont arriver. Des outils comme Pacman, qui sont des sortes de super linters customisés. C'est nos partenaires aussi. Donc, c'est des outils qui, l'équipe permettent de définir ses pratiques et l'outil va vérifier si on respecte ou pas les pratiques dans le code, automatiquement. Bien sûr, on va blinder de tests et de plein de types de tests. De sécu, Voilà, plein d'autres choses. Tout ce qui est sécu aussi, bien sûr. D'architecture aussi. Et là, c'est un territoire qu'on va gonfler parce qu'il devient de plus en plus vital pour générer du code et vérifier les qualités. Mais ça, c'est quand même, on génère du code qui n'a pas les qualités et on détecte qu'il les a pas. Et après, on recommence. C'est ballot. Encore mieux, ce serait mieux de générer aussi, donc c'est complémentaire, hein, mais en plus de ça, on va pas s'arrêter là, on va essayer de générer mieux du premier coup.
Et là, c'est entièrement l'univers passionnant de toute l'information qu'on va donner à l'outil, à l'IA, pour générer. Et donc, c'est bien sûr, on pense en premier tout ce qui est rules, cursor, les instructions Copilot, etc. Donc, des fichiers Markdown qui donnent tout, qui décrivent que du bon code, il est comme ça. C'est aussi bien sûr toutes vos fiches de décision d'architecture que vous avez patiemment rédigées en Markdown. Non, si, oui, ou pas. Et bien sûr, c'est tout ce qui est living documentation. Bah, ça tombe bien, j'avais fait un livre dessus il y a longtemps. Et puis, bien sûr, c'est aussi le code existant, parce que si vous avez des erreurs dans vos codes, je ne sais pas si vous savez, mais les outils comme Copilot, ils regardent ce qui existe pour s'inspirer, pour faire le suivant. D'ailleurs, ils font une sorte de copier-coller interpolé. Et donc, si vous avez des erreurs, elles risquent de servir dans la génération. Donc, ça peut être une bonne idée de les exclure ou de les réparer, encore mieux. Alors, tout ça, c'est pas tout, parce que ça devient, vous voyez qu'il y a un niveau d'exigence qui monte un peu déjà. Et pour ça, pour pouvoir faire tout ça, il faut savoir ce qu'on veut. Et ça devient un travail. Ça veut dire quoi, du bon code pour mon équipe? Ça veut dire quoi, la qualité pour nous, dans notre contexte? Et donc ça, ça suppose déjà que l'équipe ait les compétences pour se positionner. Donc tout ce qui est formation, upskilling, mais ça nécessite aussi, le mob programming restera utile pour que l'équipe harmonise. Qu'est-ce qu'on appelle bien pour nous, dans notre équipe? Et pour pouvoir définir des standards. Donc savoir ce qu'on veut devient un travail explicite. Aujourd'hui, il était plus ou moins explicite. C'est déjà le cas, mais c'était moins indispensable. Et c'est ce travail-là qui va ensuite permettre de configurer tous nos outils pour automatiser les vérifications. C'est clair? Et alors tout ça, ça ne suffit pas complètement. Il y a un dernier niveau, c'est le défensif humain. Et là, on est plus peut-être un peu à basse fréquence aussi. C'est vérifier que toute cette boucle marche bien. Donc on aime bien en parler comme d'un tambour. C'est comme un tambour, vous savez que pour tendre un tambour, on ne serre pas une vis à fond. On serre un peu toutes les vis et on fait des tours et on resserre plusieurs fois. Donc c'est ça une démarche chez vous, une démarche de mise en œuvre d'IA, ce serait de mettre un peu en œuvre de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et puis d'itérer progressivement sur chaque levier. Et donc ce levier, c'est aussi c'est les reviews manuels, les refactos, et bien sûr, c'est l'univers des rétrospectives, pour mettre à jour tout le reste. Alors tout ça, ça porte un nom maintenant. Exactement, c'est ce qu'on appelle le context engineering. Youpi. Vous l'avez dans votre bingo card, celle-là? C'est le mot de l'année, clairement. Le prompt engineering, c'est démodé, c'est inclus dans le context engineering. Tout ce qu'on a dit là, c'est du context engineering déjà. Maintenant, quand est-ce qu'on l'implique, tout ça? Quand est-ce qu'on utilise l'IA, encore une fois? Parce que, et là, encore une fois, il faut pas trop chercher. Si on regarde dans la matrice, on va retrouver un petit peu partout. Parce que pour la partie préventive humaine, on va essayer de voir toute la partie exploration justement de la littérature, tout ce qui est favori côté team pour monter en compétences en tout cas. Pour la partie machine préventive, il y a toute la préparation des rule sets. Donc on peut très bien utiliser l'IA pour avoir un squelette par exemple, pour la préparation. Et surtout pour la rétro-génération de la documentation grâce justement à la Living Duck. Ça peut nous aider à faire ça. Chose qui était un petit peu difficile avant, qui était pénible à faire. Pour la partie défensive machine, il y a toute la partie aide, dans la configuration. Souvent, on ne sait pas faire des fichiers YAML par exemple, ou tout ce qui est configuration en général. Ça permet de nous aider à le faire. Tout ce qui est extension ou génération des extensions custom. Faire des regex. Par exemple. On n'aime pas les regex. Et tout ce qui est génération aussi de tests. Et après, tout ça, le but, c'est quoi? Encore une fois, c'est d'avoir un petit peu un visu global de tout ce qui se passe au sein de l'équipe. Et encore une fois, à partir de tout ce qu'on a pu générer avant, on peut très bien générer une visualisation sous plein de formats. Ça peut être un dashboard, ça peut être de la doc textuelle, peu importe. Ou des RAM pour vérifier que ce qu'on a en tête, ça correspond à ce qu'on fait vraiment. Exactement. Mais ça, c'est de la théorie. Prenons des exemples. Alors, les exemples, là, on va prendre un exemple vraiment très très bête. C'est l'exemple d'une petite base de code avec une arche hexagonale dessus. Donc, c'est un exemple de ce que tu viens de dire. On manque de doc aujourd'hui, donc le context engineering, il part de loin. Comment on va donc ajouter de la doc en se faisant aider à son tour? Et donc ici, j'ai un projet qui a une archi qui est plutôt bien faite, mais c'est pas dit. Et donc, je demande à Mistral ici de me dire, tiens, tu peux me décrire quels sont les patterns qui ont guidé la conception? Je sais qu'ils sont là puisque je les ai faits.
et je dis rien d'autre. Et là, il me dit, bah, il y a tout ça comme pattern, et en particulier, il a détecté une archi layered. C'est pas mal, mais c'est pas une archi hexa quand même. Une archi hexa, c'est une archi layered, mais bien plus stricte. Et donc, c'est là où vous voyez que l'importance des indices dans votre question est super importante. Si votre question, si votre prompt mentionne quelque chose d'hexa, ou si dans le code, il y a le mot hexa qui traîne, ça va tout changer. Et là, il va découvrir le pattern qui va bien. Donc, le context engineering, c'est très fragile. Il faut dans la question et dans votre code. Et alors, c'est très fort quand même, puisque même avec un simple Mistral, on peut par exemple générer des diagrammes où les décisions difficiles sont prises pour vous par le LLM. Par exemple, ce diagramme, vous voyez qu'il y a des classes qui ont été mises à gauche, d'autres à droite. Ça raconte quelque chose, ça. C'est les histoires de ports primaires, secondaires, pour ceux et celles qui connaissent. Et le moteur a deviné ça, et il l'a deviné bon. Ça, c'est assez prodigieux aussi, c'est assez passionnant à faire. Et donc, la question d'après, c'est... Moi, je me sens toujours coupable quand j'utilise un LLM, ça consomme tellement de carbone et ça coûte cher aussi. J'ai pas envie de générer le diagramme à chaque fois que je commit avec un LLM. Et j'ai pas envie que toute cette intelligence soit nécessaire en boucle. Et donc, il y a une idée ici, c'est qu'on va essayer de mettre l'info, de la mettre au projet, de l'ajouter au projet, en fichier Markdown ou en annotation directement, pour que la prochaine fois, il n'y a plus besoin de faire autant de devinettes. Et donc ici, par exemple, on va générer le fichier de décision d'architecture, le decision log, à partir de ce qu'on vient de découvrir. Donc c'est vous qui supervisez. Et il va vous générer un super petit fichier Markdown. Et le début commence très bien, mais c'est très important de rester, de relire et de vérifier, parce que la suite, c'est un peu tout pourri, par contre. Donc on va effacer toute la fin, garder le début, et ce sera un bon petit fichier de decision log. Exactement. Et tout ça grâce à des petits indicateurs qu'on rajoute soit dans le code, soit dans les Markdown dont tu parlais. Tout ça, finalement, c'est de la génération de la living. En fait, le projet lui-même devient un cache de Exactement. tout ce qu'on a compris, de tout ce qu'on pense, pour que les outils trouvent tous les indices directement dans le projet. Oui. Et tout ça, bah, en fait, ça permet de gérer, en tout cas, de contrôler ce que nous génère l'IA, avec, bah, ça reste toujours un outil, on va dire, et on continue à expérimenter pour avoir la meilleure façon de faire. Voilà. Pour bah, que ce soit faire du reverse engineering, pour créer de la doc, pour utiliser potentiellement dans notre contexte, et pour guider aussi. Parfois, on a besoin peut-être de slicer, on va dire, les refactoring qu'on va apporter. Et donc, il y a plein de pistes intéressantes, comme utiliser des code mods, des outils qui modifient le code sous contrôle de l'IA, mais c'est pas l'IA qui touche le code direct. Et on a un client avec lequel on fait de la R&D sur la création de tests end-to-end de double run entre un legacy et un ancien. J'espère qu'on pourra en parler un jour en conférence aussi. Et donc là, on fait des choses avec l'IA qui étaient juste impossibles à faire à la main parce que beaucoup trop laborieuses. Donc il y a aussi ça permet pas juste d'aller plus vite, ça permet aussi de faire des choses avec un niveau de qualité et de travail qui était juste prohibitif avant. Mais ça sera pour une prochaine conférence. Tout à fait. Et tout ça, bah, l'idée c'est justement de s'appuyer sur les bonnes pratiques qu'on connaît, qui seront nos alliés, on va dire, pour faire tout ça. Alors justement, savoir ce qu'on veut, ça s'appuie sur tout l'état de l'art de software engineering. Tout à fait. Software engineering, c'est depuis 1970, ça. Hein. Oh là là, c'est vieux, ça. Alors le software engineering moderne, c'est quoi? Softwarecraft. C'est Softwarecraft, c'est de 2009. Waouh, c'est vieux aussi. Oh là là. Et alors le Softwarecraft, ça tombe bien, c'est quelque chose qu'on avait lancé en 2011 dans une communauté qui aujourd'hui a plus de 5000 membres. 5000 membres, c'est beaucoup de monde, non? Humour de répétition, ça va? Alors ça disait quoi le craft, le software engineering moderne? C'est, on va dire, hausser la barre ou raising the bar. J'arrive jamais à le dire en français. Relever le niveau? Relever le niveau, merci. C'est dire que, en fait, le but c'est quoi? C'est d'apporter le plus de valeur aux utilisateurs finaux, à nos clients. Que ce soit. On disait aussi des trucs comme ça? Exactement. On peut, l'idée c'est vraiment de construire les choses bien, de la meilleure façon qui soit. Et donc on évite justement la programmation par coïncidence réellement. Et tout ça, bah, c'est grâce à toutes les pratiques qu'on apprend et qu'on connaît dans le Softwarecraft. Qui est, encore une fois, ou plutôt le but, les bénéfices, c'est quoi? C'est, encore une fois, c'est réduire le time to market. Le but encore, c'est de réaliser des fréquences, des deliveries plus fréquents et d'éviter, bien sûr, les défauts.
qu'on appelle les bugs. Donc là, on retrouve les métriques Mais- Dora que vous connaissez bien. Mais alors Tout tout à ça, fait. Dora, c'est bien gentil, mais c'est du craft, c'est pas de l'IA. Quel rapport entre tout ça? Bah, justement, toutes ces pratiques vont nous aider à mieux contrôler l'IA. Et si on prend par exemple le premier, Test Driven Development, tu connais TDD? Cool. Eh ben, on entend souvent parler de la boucle Red Green Refactor. Le but, c'est, on a un besoin, on a finalement le besoin réel en Red qu'on va transformer en test. On va écrire le minimum de code pour faire passer le test, donc qui correspond finalement à l'aspect attendu. Et puis, on va refactorer tout ça pour avoir un meilleur design potentiellement et pour avoir du code extensible, maintenable, solide, toutes les caractéristiques qu'on attend pour avoir une meilleure qualité. Alors ça, c'était le monde d'avant. Et il y en a qui n'étaient pas convaincus d'ailleurs. Yes, avec l'IA, c'est pratiquement la même chose. Hein. On retrouve les mêmes concepts finalement. Et maintenant, on a la réponse. Un agent, c'est quoi? C'est une boucle C'est une boucle, avec un LLM dedans et des outils. tout à fait. Et la boucle, elle fait quoi? Et on lui dit ce qu'on veut, comme une intention, une consigne. Elle essaye d'atteindre la consigne et elle fait des boucles. Elle essaye de faire jusqu'à atteindre la consigne. Ça vous rappelle rien, ça? Le tout sous supervision humaine. On retrouve quand même des choses qui ressemblent étrangement à ce qu'on connaissait bien. Yes. Et puis avec le pair programming, le fait d'avoir deux personnes qui discutent, justement, avoir le driver et le navigateur, enfin le ou la d'ailleurs, Tactique pour stratégique. voilà la partie justement il y en a un ou une qui fait la partie tactique, l'autre la partie stratégique. Ça permet d'avancer plus rapidement et d'itérer et de faire d'accélérer en fait. Et ça sera pareil avec l'IA. Vous pouvez très bien considérer, moi je me rappelle quand j'ai installé la première fois Copilot, la première chose qu'il m'a dit c'est let's pair. Donc j'ai dit cool, on va faire du pair programming avec l'IA. En plus du TDD, on va retrouver BDD, Behavior Driven Development, pareil. Là, c'est quoi le but? C'est d'avoir de la conversation. Enfin, souvent, quand on parle de BDD, on va avoir les trois volets, exploration, formulation, automatisation. Ce qui importe le plus, c'est la partie exploration, discussion, conversation avec le métier pour se mettre d'accord sur le langage métier. On va mettre le focus sur l'intention directement et grâce à des ateliers comme les Tres Amigos, on peut y arriver. Donc en récap, Behavior Driven Development, c'est un peu tout ça. Voilà. Donc on va identifier l'intention, on va définir les personas, on va parler langage spécifique, on va identifier des exemples concrets, réalistes. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on va prompter. Voilà. Avec le prompt, on a essayé de faire des prompts. Et ce qu'on a vu côté BDD, on va le retrouver aussi côté IA. Oh, vous avez vu un peu l'effet spécial là? Juste le changement de titre. Ce qui fait qu'on est bon en Behavior Driven Development, ça ressemble vachement à la base du prompt engineering. C'est vrai, hein, vous pouvez vérifier. Alors il y a d'autres trucs que ça dans le prompt engineering, mais c'est la moitié, c'est la grosse moitié du début. Tout à fait. Et toutes les pratiques qu'on connaît autour de Software Craft, finalement, c'est des attitudes qu'on va apprendre justement pour mieux utiliser et mieux designer notre système. T'as des exemples d'attitudes? Ouh, il y en a plein. Donc, comment aller, déjà pour répondre, comment y aller en petites étapes, comment itérer, comment gérer, allier la partie software, la partie personne aussi, et tout ce qu'on a vu dans les métriques Dora et dans les études Dora, on va le retrouver aussi côté Ah oui, IA. vous vous rappelez cette histoire de paradoxe de productivité de Dora? Dans le rapport Dora, en fait, il y a une piste, il n'y a pas de réponse. Mais une des pistes privilégiées de réponse, c'est sans doute qu'avec l'IA, on génère des morceaux trop gros et que donc le temps de review et l'effort pour converger jusqu'à ce qu'on veut coûte beaucoup trop cher. C'est une histoire de batch size, comme on dit en ligne, ça, vous connaissez. Et donc ça donne, et l'histoire d'être perdu, etc., c'est la même chose. On s'attaque à des morceaux trop gros, à des chunks trop gros. Mais Et ça, la on savait tout ça. On l'a toujours dit, les attitudes. Exactement. Le fait d'avancer en baby steps, d'avoir des petites, des modèles plus petits, des micro-size, on va dire, et donc de maîtriser la taille de ce qu'on génère et on produit, ça permet de réduire, ça permet de rendre la review plus efficace et ça permet de réduire aussi la charge cognitive qu'on a aujourd'hui face aux IA. Donc, ce qui est dur avec la review,
si on décompose, ça va être plus rapide. En plus de ça, il y a la partie, dans les attitudes craft, on cible souvent la simplicité, donc simple design. Le fait de nommer correctement, c'est très important. Le fait de, c'est un peu flou là. Mais par contre, un exemple réel, si on met les boutons droite à gauche et au centre dans le bon ordre, il n'y a pas besoin de documenter. Et donc la Living Doc, c'est un peu l'idée, c'est de prompter ou comment prompter son devoir, justement tout créer dans le prompt et donc faire des itérations entre l'IA et l'existant. Plus il y a dans le contexte du projet déjà, moins il y a à dire dans le prompt. Exactement. Donc on va itérer. Et l'itération, l'idée c'est de dire, en fait, on a fait une première boucle, on améliore l'existant et plus on itère avec l'IA, plus on améliore l'existant et plus l'existant s'améliore, plus la réponse de l'IA est meilleure. Alors il y a un autre aspect dans l'IA, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on peut s'attendre, ça commence déjà, on le fait déjà, à ressusciter des vieilles techniques de test qui étaient trop coûteuses pour faire à la main. Donc on pense au property-based testing, au parallel test, au model-based testing, tout ce qui est partitioning de cas de test. Il y a énormément de choses qui sont dans l'état de l'art du test depuis très longtemps, et en refacto aussi, qui étaient vraiment difficiles à faire à la main, qui étaient finalement assez peu connues parce que personne n'avait le luxe de pouvoir les mettre en œuvre. Ça change. Aujourd'hui, on peut vraiment les considérer à nouveau sérieusement, et je trouve ça extrêmement kiffant. Voilà, ça m'excite. Voilà, ça m'excite. Et donc, quels sont les skills justement pour mettre en place ou utiliser plutôt l'IA? Parce que ça va nous remplacer sur plein de trucs. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Exactement. Il reste les skills d'investigation. On en a besoin parce que plus on investigue, plus on slice et mieux on prompt et donc mieux le résultat est. On a besoin des skills d'analyse. Donc pour analyser qu'est-ce que l'IA nous génère et comprendre ce qui se passe. Et puis surtout la curiosité et le fait d'apprendre à apprendre parce que ça avance rapidement. Le prompt magique, c'est dis-moi ce que j'aurais dû savoir pour faire la tâche. Ça, c'est un prompt incroyable. Et parce que justement, on parle souvent, en tout cas les personnes qui sont contre ou n'ont pas envie d'utiliser l'IA pensent plutôt à la partie green. Et donc plus on slice, plus on maîtrise l'IA, plus on évite cet effet de justement on va dire l'utilisation irresponsable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les starter packs fleurir un peu partout. Donc l'idée c'est d'éviter ça. Et pour éviter ça, pas mieux que les petits modèles qui permettent justement de pouvoir mieux gérer l'IA. Donc l'IA, c'est puissant. C'est puissant sur pas mal de choses. C'est tellement puissant que potentiellement ça va se remplacer. Elle va remplacer elle-même. Les solutions, les problèmes, il y a des problèmes qu'on arrive à résoudre avec des LLM aujourd'hui. Et demain, ça va potentiellement, on va l'utiliser pour générer du code qui lui-même va résoudre ces problèmes-là. Donc, ça sera peut-être la meilleure solution justement pour allier Green et LLM. C'est Dynamic Code Calling, si c'est le genre d'approche, si ça vous parle, mais l'IA génère du code qui évite d'appeler les modèles sans cesse. Donc, on l'a vu un petit peu dans toute l'histoire de l'IA, ça évolue, il y a eu des bas, des hauts et des bas, on va dire. Et aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que l'IA ne va pas disparaître. Ça va rester, c'est là. On va l'utiliser. L'idée, c'est de l'adopter et de s'adapter à l'utilisation. Donc, à nous d'expérimenter et de voir comment l'utiliser mieux, on va dire. Même après que la bulle a explosé. Oui. Voilà. Donc, oui. Si vous utilisez l'IA aujourd'hui juste pour l'autocomplétion, en fait, vous n'avez pas commencé à utiliser l'IA, on va dire. Donc l'idée, c'est de dire, c'est un outil, ça reste généraliste. On va l'utiliser de plusieurs façons la limite, ça va être l'imagination, finalement. Donc l'idée, c'est de dire quel est le meilleur moyen de l'utiliser dans mon contexte. Encore une fois, il ne faut pas trop chercher, appeler quels sont les use cases
parce que personne ne va nous donner les use cases d'utilisation d'IA. C'est à nous de chercher nous-mêmes, dans notre quotidien, quelles sont les tâches fastidieuses et comment l'appliquer. Alors, ces idées, elles viennent d'un livre qui est important parce qu'il est lu par les décideurs et décideuses importants, notamment des GAFA, des grandes boîtes tech américaines. Et donc, ce livre, c'est sa thèse, justement, que c'est une technologie à usage général qui n'a pas de manuel. Donc, c'est à nous d'inventer le manuel. Et pour ça, il n'y a qu'une façon, c'est de jouer avec, de faire des trucs, et que ça marche ou que ça marche pas, c'est tout aussi intéressant pour apprendre. Donc, faites des trucs, même si ça foire. Et l'autre thèse, c'est que l'IA ne marche jamais aussi bien que quand elle est accompagnée par des humains. Et c'est donc le jeu, c'est d'apprendre à coévoluer avec l'IA pour ensemble faire des choses qui marchent. Et donc c'est notre défi à tous et à toutes de faire ça. Et en guise de conclusion, j'ai envie de conclure sur une remarque que vous avez sans doute peut-être déjà entendue, mais vous avez sans doute ressenti, c'est que sur un sujet sur lequel vous connaissez pas grand-chose, l'IA elle est totalement impressionnante. Mais sur des sujets sur lesquels vous êtes totalement expert, c'est plutôt décevant. C'est pas vrai? Alors, globalement, c'est ce qui fait qu'on est quand même très excité par tout cet univers, notamment chez Arola, parce que notre conviction, c'est que l'IA, au moins dans les années qui viennent, au moins en transition, ça demande plus d'expertise et surtout pas moins pour l'utiliser efficacement et en particulier autour du code. Voilà, merci de votre attention et puis n'hésitez pas à nous suivre, à donner des feedbacks et à visiter notre site. Merci.